Une étude scientifique, revue et validée par des pairs, s'est penchée de très près sur les vaccins à ARN contre la Covid-19. Et ce qu'elle a trouvé est assez surprenant. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce que cette étude révèle sur le contenu réel des flacons. La grande question que cette étude met sur la table, elle est simple. Y aurait-il un défaut dans le processus de fabrication ? Un défaut qui serait, en quelque sorte, passé sous les radars des contrôles qualité ? C'est exactement ce qu'on va explorer. Pour cette analyse, on s'appuie sur un article de François qui décrypte cette fameuse étude. Et l'alerte est de taille. Elle porte sur la présence possible d'une contamination par de l'ADN. Une contamination qui aurait été massivement sous-estimée jusqu'à présent. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le cœur de la révélation de cette étude, menée par les chercheurs McCarnon, Rose et Rixey, concerne un type d'impureté très particulier. Pour que tout le monde suive bien, définissons ce qu'est une contamination résiduelle d'ADN. En fait, c'est assez simple, ce sont des fragments d'ADN qui viennent du matériel de départ utilisé pour fabriquer l'ARNM. Idéalement, à la fin, il ne devrait plus y en avoir du tout, le produit devrait être pur. Pour vraiment saisir l'enjeu, il faut faire un petit détour et comprendre comment ces vaccins sont fabriqués. Ça peut paraître un peu sorcier, mais promis, on peut résumer ça de façon assez claire. On peut décomposer le tout en 3 grandes étapes. D'abord, on a le moule, ce qu'on appelle un plasmide. Ensuite vient la copie, l'étape où on crée des millions de messages ARN. Et enfin, l'étape cruciale, le nettoyage, où on est censé tout purifier pour ne garder que l'ARN. Le point de départ, c'est donc ce fameux plasmide. Il faut l'imaginer comme un petit cercle d'ADN, une sorte de plan d'architecte. Et sur ce plan, on a le gène de la protéine spike, c'est-à-dire le code qu'on veut copier pour faire le vaccin. C'est pendant la deuxième étape, la copie, que les choses se compliquent un peu. L'ARN qui vient d'être créé et son moule d'ADN peuvent rester collés l'un à l'autre. L'article utilise une analogie vraiment parlante. C'est comme 2 bandes de velcro qui s'accrochent et qu'on a du mal à séparer. On arrive maintenant au cœur du problème identifié par les chercheurs. Ce velcro moléculaire, ça a un nom scientifique, l'hybride ARN-ADN. Et c'est précisément là que le défaut de fabrication se cacherait. Donc un hybride ARN-ADN, c'est cette structure un peu bizarre où l'ARN n'est pas tout seul, il est encore rattaché à sa matrice d'ADN. Et le point crucial, le truc vraiment important soulevé par l'étude, c'est que cette structure serait hyper résistante à l'enzyme de nettoyage standard, la DNase I. Ce schéma l'illustre parfaitement. L'enzyme de nettoyage, la DNase, elle fait bien son boulot sur les morceaux d'ADN qui sont tout seuls. Mais la partie qui nous intéresse, celle qui code pour la protéine spike, elle, serait comme protégée à l'intérieur de l'hybride, bien au chaud, avec l'ARN. Résultat, l'enzyme ne peut pas l'atteindre et elle reste intacte. La comparaison est assez folle. L'étude montre que l'enzyme standard est 100 fois moins efficace sur ces hybrides. Du coup, les chercheurs ont testé une autre enzyme, une version améliorée conçue spécialement pour ça. Et là, le résultat est sans appel, elle est 100 à 1000 fois plus efficace pour détruire l'ADN qui reste. Bon, la théorie est posée. Mais alors, concrètement, quelles sont les preuves ? Comment les chercheurs ont-ils pu affirmer tout ça ? Eh bien, ils ont utilisé plusieurs méthodes pour mesurer cet ADN résiduel. Ce graphique est sans doute le plus parlant. La première barre, c'est la limite réglementaire officielle, fixée à 10 nanogrammes d'ADN par dose. Maintenant, regardez les 2 autres. Ce sont les mesures des chercheurs pour Pfizer et Moderna. On voit que les niveaux d'ADN qu'ils ont trouvés dépassent très largement cette limite. Le chiffre à retenir, c'est celui-ci, plus de 100 fois. Selon les auteurs de l'étude, les tests standards, ceux qui sont utilisés pour le contrôle qualité, pourraient sous-estimer la contamination réelle par un facteur supérieur à 100. La différence est juste énorme. Mais il ne s'agit pas seulement de quantité. Les chercheurs sont allés plus loin. Ils ont analysé la qualité de cet ADN. Ils ont trouvé des fragments très longs, parfois de plus de 5000 lettres. Pour donner un ordre d'idée, la taille généralement considérée comme sûre est de 200 lettres. Or, plus un fragment est long, plus il a de chances d'être biologiquement actif. Forcément, des résultats pareils, ça a des implications. Et ça n'a pas manqué de créer une grosse controverse. Voyons un peu les conséquences potentielles et le débat que ça a généré. L'article de François pointe 3 types de conséquences. D'abord, un risque théorique pour la santé. Cet ADN étranger pourrait-il s'intégrer à nos propres gènes ? C'est une question qui est posée. Ensuite, un problème de conformité. Est-ce que les vaccins vendus au public sont bien identiques à ceux testés pendant les essais cliniques ? Et enfin, un problème éthique. Si cette information est juste, le consentement des personnes vaccinées n'a pas été totalement éclairé. Cette citation de Justin Hart, reprise dans France Soir, résume bien la critique principale. En clair, les outils de mesure utilisés, fournis par les fabricants eux-mêmes, n'étaient tout simplement pas les bons pour détecter ce type de contamination. Ils regardaient au mauvais endroit.
La publication de l'étude a mis le feu aux poudres. D'un côté, elle a été partagée massivement sur les réseaux sociaux par des gens qui avaient déjà des doutes. De l'autre, ces auteurs ont subi de vives attaques, on les a accusés de désinformation, alors même que leur travail avait été validé par un comité de lecture scientifique. Finalement, si on met de côté la controverse, la question de fond demeure. Est-ce que les éléments soulevés par cette étude sont assez sérieux pour qu'on réévalue de fond en comble les méthodes de contrôle qualité et pour qu'on exige plus de transparence ? Le débat scientifique, lui, est plus que jamais ouvert.